On se retrouve dans le fil info avec un nouvel invité. C'est un auteur, Jean-Michel Payet. Bonjour. Merci d'être avec nous et avec nous toujours Esa Boto. On est content de la voir parce qu'à chaque fois c'est notre récré. 4 petites dédicaces tout à l'heure, vous allez nous lire. Bon, alors Jean-Michel, votre actualité c'est Balto. Je l'ai ici, roman historique, roman d'aventure, intrigue policière, roman social, tout à la fois. Balto, c'est le nom de votre personnage. Et l'histoire se situe tout de suite après la Première Guerre mondiale, vers 1920. Pas vers, en 1920. En 1920, il y a 100 ans. Oui, j'ai un calendrier quand j'écris, j'ai le calendrier de l'année pour, si je dis qu'on est le 3 juin et que le 3 juin était un mardi, ça se passe un mardi. Vous avez la météo du 3 juin 1920 ? Non, quand même pas. Non, mais je peux la chercher. Ça peut m'arriver de chercher des choses comme ça. Là, non, en l'occurrence, non. Alors l'histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire ? L'histoire, donc, ça se passe effectivement juste après la guerre de 14 et elle marque encore beaucoup la vie des gens de l'après-guerre. Et Balto est un garçon qui vit dans la zone. Alors la zone, c'est quelque chose qui est peut-être plus tellement connu aujourd'hui. C'était une bande qui faisait tout le tour de Paris, qui n'était pas construite officiellement, mais en fait qui était devenue un très grand bidonville. Tous les gens rejetés de la capitale qui n'avaient pas le moyen de se loger dans Paris se construisaient des cabanes avec des matériaux de récupération, récupéraient des roulottes, etc. et vivaient là. C'est pour ça qu'à l'Express aujourd'hui, c'est la zone. Oui, le mot vient de là, donc. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le siège de l'intrigue entre Paris, la banlieue, la zone. Alors, Balto se promène dans cette zone périphérique. Balto, il vit là parce qu'il est, c'est un orphelin qui a été recueilli et la femme qui l'a recueilli a un fils aîné, donc que Balto considère comme son frère, qui lui a été un soldat à la guerre de 14. Et justement, ça commence par un message que Balto reçoit de ce grand frère qui fuit la police parce que pendant son service militaire, il a été condamné à mort pour rébellion face à un officier. Une histoire injuste, mais il a été obligé de partir. Et je me suis vraiment basé sur des faits réels qui ont existé pendant la guerre de 14. Et donc, ce grand frère, Victor, Balto le voit pas souvent, pour cause. Et là, il lui envoie un message. Donc, il lui donne rendez-vous à Paris, boulevard des Batignolles, dans une petite boutique de réparation de vélos. Il y va en faisant attention de pas être trop repéré. Et quand il arrive dans la boutique, il découvre un corps. Et c'est pas son frère, heureusement, mais c'est le propriétaire de la boutique qui est mort. Et il va découvrir après que ce propriétaire-là, Timoléon Escartefigue, de son vrai nom, était un poilu qui était avec son frère. Bon, il est un peu paniqué, il fuit, et au moment de fuir, flash, il est pris en photo par Inseki, et il réussit à se carapater, et le lendemain matin, à la une de la presse, il y a sa photo, notre journaliste était là, on a photographié le coupable. Ça, c'est du pitch. Vous me l'avez bien vendu, Jean-Michel. J'espère. Et donc, l'intrigue est dans l'univers des anciens poilus. Pour moi, l'intrigue, il y a 2 aspects. Elle est dans le Paris de 1920, parce qu'on va aller dans différents lieux, parce qu'il y a des lieux fabuleux qui existent encore pour certains. D'ailleurs, ça, c'est amusant de pouvoir aller les voir. Mais il y a effectivement tout un flashback pour quelque chose qui s'est passé dans les tranchées. Et là, dont je ne peux absolument pas parler. Bon, alors vous êtes comme nous, amoureux des livres, comme nos téléspectateurs et téléspectatrices, et comme les membres du jury des Pépites, vous savez, la sélection jeunesse du Salon. Et on va retrouver tout de suite l'un de ses membres pour une petite critique littéraire, et c'est Guénaël qui nous livre la critique du livre de son choix, Les Soroctones. Les Soroctones, c'est une BD très intéressante, se passant dans un monde post-apocalyptique. J'aime bien le découpage des cases et le dessin, et aussi de comparer ce qui se passe chez eux avec ce qu'on connaît nous. Et surtout, les héros sont très attachants et on a envie de connaître leur futur et aussi de connaître leur histoire. Voilà, Jean-Michel Payet, vous aussi, votre personnage, Balto, il est attachant. Oui. C'est important que le personnage il soit attachant parce que sinon on s'en détache, c'est logique.
Ben, je crois que quand on commence un roman, on lit l'intrigue, est-ce que ça va me plaire, etc. Mais quand on a fini, quand on a fermé un livre, qu'est-ce qui nous reste? C'est pas tellement de savoir si il a réussi à démêler l'intrigue, c'est le personnage. C'est souvent ça qui nous reste longtemps après. Donc oui, effectivement, il faut que le personnage soit attachant. Et là, on a parlé de lui, mais il faut parler de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la journaliste qui l'a prise en photo, il va la rencontrer et ils vont être en duo. Elle s'appelle Émilienne et elle est au contraire issue des beaux quartiers. Donc il va y avoir ce duo. Elle va mener l'enquête pour son journal. Elle est journaliste, elle est stagiaire, hein, mais elle a tout intérêt professionnellement à mener cette enquête. Et lui pour prouver son innocence. Et donc ce qui m'amusait beaucoup, c'était d'avoir ce garçon qui lui est de milieu plus que populaire, et puis elle, bourgeoise, mais qui bossent ensemble, avec évidemment des décalages dans leur, ne serait-ce que dans leur façon de parler. Alors Jean-Michel, vous aimez les mots, et Esa, lui, les incarne les mots pour nous, avec ses petites dédicaces à chaque fois en fin de Fil Info. Dédicaces d'auteurs qui ne peuvent pas rencontrer leur public, et ce sont des marque-pages qu'on retrouve dans les livres qui sont offerts aux collégiens de Seine-Saint-Denis. Première dédicace. Quand je lis un bon livre, je dors mieux. La nuit est plus moelleuse et le matin plus bleu. Je cours plus vite, je saute plus haut et je peux porter 20 fois mon poids, comme une fourmi. Ma peau rayonne, les gens me sourient et tous les chats du quartier viennent se frotter en ronronnant contre mes jambes. Je vous souhaite d'aussi belles lectures que les miennes. Ce sont des vœux de Aileen Manso. À suivre. Pour qu'une histoire prenne vie, il faut bien sûr que quelqu'un l'écrive, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi que d'autres la lisent, se prennent au jeu et laissent leur propre imagination galoper au fil des pages. Un livre qui n'est pas lu n'est qu'un tas de papier sans intérêt, alors merci à vous, lectrices et lecteurs. Sans vous, nos histoires n'existeraient pas. Dédicace de Xavier Laurent Petit. Les histoires qu'on raconte, des histoires de filles et de garçons, ces histoires qu'on écrit, ça donne la vie. La vie racontée, la vie vécue, puisque tout est mélangé dans les livres, dans les pages, dans les chapitres, de la vraie vie, de la vie vraie. Et c'est juste ce que font les écrivains. Ils mettent la vie dans des pages, ils la racontent pour vous les lecteurs, pour vous les garçons et les filles, pour vous qui existez, pour de bon, pour toujours dans nos cœurs. De Lisa Balavoine. Et une dernière lecture de dédicace. Salut toi! On ne se connaît pas et on ne s'est jamais rencontrés. Il est probable même que l'on ne se rencontrera jamais. Et pourtant, en lisant ce livre, nous allons passer quelques heures ensemble. Bon, juste toi et moi. Hein. Nous partons en vacances au pays de ce livre. Quand il aura fini, nous aurons pour toujours une mémoire en commun. Des souvenirs pleins de joie, d'émotion et de rire. Et tout cela, quel exploit, sans jamais nous être rencontrés. C'est cela la magie du livre. En route, nos bagages sont prêts. Je t'attends, chapitre 1. Dépêche, le train va démarrer. C'était qui? Et bien sûr, c'est un mot de Bertrand Santini qui nous invite. Bon, salut Esa. Salut. Alors Jean-Michel, on a très peu de temps. Peut-être des conseils lecture, des livres qui ont marqué votre jeunesse. Alors conseils, je ne sais pas si on va tous les trouver encore aujourd'hui, mais effectivement j'ai choisi des livres qui m'ont marqué. C'était très difficile hein, comme exercice. J'ai failli venir avec toute la bibliothèque, mais je me suis retenu. Alors 3, mais très rapidement. Une série qui s'appelle Bob Moran, qui existe encore. Bon, l'auteur Henri Verne qui a écrit ça est toujours vivant. Je crois qu'il a 102 ou 103 ans. Bon, il écrit plus et il en a écrit des quantités. Mais ça a été mon premier contact avec à la fois l'aventure, le fantastique. Là, j'ai choisi celui sur les captifs de l'ombre jaune, qui est un voyage dans le temps. Bon, ça formidable. Deuxième série, La Bibliothèque verte. Grand classique des vrais, hein. Là c'est Bennett et sa cabane. Bennett et sa cabane, et surtout l'agence Bennett et compagnie, une enquête policière. Alors ça c'est super, c'est traduit de l'anglais et ça se passe dans un collège anglais, mais plein d'humour. Et j'adorais Bennett. Je les ai presque tous. Il m'en manque un. Le dernier.
Et le dernier, c'était, alors ça c'est toute une collection contes et légendes, il y en avait beaucoup par pays, par époque. Là j'ai pris ceux tirés de l'Iliade et de l'Odyssée ou les contes et légendes des Indiens Peaux-Rouges, mais il y en avait plein. Et ça c'est formidable, les contes et légendes, j'adore. J'aurais pu prendre le livre des Mille et une nuits qui est peut-être le summum des contes et légendes que j'adore et que je relis encore toujours aujourd'hui. Super. Merci beaucoup Jean-Michel. Mais c'est moi, merci de votre accueil, c'était super. Et on vous invite à lire Balto.